Alors, je voudrais commencer par vous introduire un certain nombre de concepts que l'on va développer ici. On va essayer de faire les choses le plus clairement possible. Dans le titre, il y a deux choses qui font peur, deux mots qui font peur. Il y a interopérabilité et il y a Europe. Alors, on va essayer de vous montrer que ça paraît compliqué, mais que quelquefois, ça peut quand même paraître un peu simple. Bon. Alors, la définition elle-même de interopérabilité, ma foi, on peut essayer de la simplifier. On peut dire que l'interopérabilité, c'est la capacité en deux systèmes d'échanger de l'information et de traiter l'information qui est échangée. Donc, si vous voulez, c'est assez simple à comprendre. C'est donc un problème de communication que vous allez retrouver donc dans un grand nombre d'applications médicales. Par exemple, lorsque les premiers hôpitaux ont commencé à informatiser leurs services, il était clairement établi que chaque service aurait sa propre base d'information et que, eh bien, ma foi, lorsqu'un patient devait passer d'un service à l'autre, eh bien, il y avait des problèmes d'interopérabilité. Donc, interopérabilité qui, dans ce cas-là, était locale. Lorsqu'on a créé les réseaux de soins au niveau régional, lorsque les établissements de santé ont échangé des informations sur un patient, les problèmes qui se sont posés étaient des problèmes d'interopérabilité au niveau régional. Lorsque le DMP, qui est un vecteur, disons, de continuité des soins, donc travaille sur les problèmes de lien d'information entre les différents hôpitaux et établissements de soins au niveau d'un territoire national, on dit qu'il y a des problèmes d'interopérabilité au niveau national. Et lorsqu'on travaille sur l'Europe, donc dans tout ce qui est projet transfrontalier, ou bien lorsque l'on veut permettre la circulation des informations concernant un patient donné à travers toute l'Europe, donc d'un pays à l'autre, dans la logique d'un projet comme EPSOS, eh bien, à ce moment-là, on a des problèmes d'interopérabilité au niveau européen. Donc voilà, si vous voulez, les problèmes que l'on va traiter et discuter aujourd'hui, ces différents niveaux, disons, d'interopérabilité, avec des façons de les traiter qui vont changer, donc selon le type d'interopérabilité dont on parle. On parle beaucoup d'interopérabilité en pensant à l'interopérabilité technique. Mais l'interopérabilité va traiter également de problèmes autres que techniques. Il y a des problèmes d'interopérabilité fonctionnelle, des problèmes d'interopérabilité juridique. Par exemple, entre deux pays différents, les lois ne sont pas les mêmes, les informations qui circulent vont se heurter à un certain nombre de problèmes qui seront d'autant plus complexes que l'environnement juridique n'est pas le même. Il y a des problèmes d'interopérabilité culturelle, par exemple avec la sécurité de l'information. Et puis, il y a également des problèmes d'interopérabilité sémantique sur lesquels on reviendra par la suite. Et puis, finalement, on parlera également du pourquoi, finalement, faut-il donner une telle importance à l'interopérabilité. Il y a au moins deux raisons qui sont importantes. L'une concerne la sûreté, disons, du patient, sûreté au sens de patient safety, et puis la qualité des soins. Pourquoi ? Eh bien parce que pouvoir accéder à l'information, où qu'elle soit, à quelque moment que ce soit, c'est une façon, effectivement, de renforcer la sécurité du patient. Et il y a un problème également, il y a un autre avantage à l'interopérabilité, c'est que l'interopérabilité évite la fragmentation du marché. Et on verra tout à l'heure, donc, avec le dernier exposé qui sera fait, la dernière discussion, donc les problèmes, disons, de la position de l'industrie par rapport à l'interopérabilité. Donc voilà, très rapidement, les différents problèmes dont nous avons discuté. Alors, je vous propose de commencer, j'ai pris un ordre parce que ça me semblait être plus approprié pour la logique un peu du déroulement de la discussion, avec donc Élie Lebel, qui est responsable donc du PPCS, que tout le monde connaît, et qui veut dire Pôle des projets de coordination des soins au sein de l'ASIP. Donc l'ASIP, donc le ministère de la Santé. Alors, ce PPCS met en œuvre des projets nationaux comme la messagerie sécurisée et comme, évidemment, le DMP. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est que ce pôle est impliqué dans le projet EPSOS. Donc, Élie est très bien placé pour faire des comparaisons et pour émettre un certain nombre donc, de recommandations sur l'interopérabilité, quel est un sens, disons, au niveau national ou au niveau européen. Donc, une question que j'aimerais poser à Élie, ici pour commencer, c'est de savoir, lorsqu'on lit le site de l'ASIP au niveau des activités relatives à l'interopérabilité, le premier mot qu'on rencontre, c'est cadre d'interopérabilité.
Et ce n'est pas évident au début de comprendre pourquoi c'est important. Alors, ce que j'aimerais demander à Elie, c'est pourquoi, effectivement, ce cadre d'interopérabilité a une telle importance au niveau français, et savoir également si, au niveau européen, ce cadre aurait le même sens, est-ce qu'il serait seulement réalisable? Merci beaucoup Gérard. Donc effectivement, l'ASIP Santé est une agence publique qui dépend du ministère de la Santé et dont la mission est globalement de développer la e-santé en France. Alors, parmi les objectifs que poursuit l'ASIP Santé, il y a effectivement celui de promouvoir l'interopérabilité des systèmes d'information santé en France. Et c'est à cette fin que l'ASIP Santé a établi ce qu'on appelle le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information santé. Et je vais essayer de vous décrire comment ça fonctionne en France et de effectivement voir comment ce qui a été mis en place en France, les leçons qu'on peut en tirer et comment éventuellement ou pas ça peut s'appliquer au niveau européen. Alors, au niveau français, ce cadre d'interopérabilité repose sur 3 éléments fondamentaux que je vais détailler dans la suite. Donc, premièrement, une légitimité réglementaire. Deuxièmement, une gouvernance qui permet à ce cadre d'interopérabilité de vivre. Et troisièmement, des infrastructures communes qui permettent la mise en œuvre pratique de ce qui est décrit dans ce cadre d'interopérabilité. Donc, tout d'abord, effectivement, une légitimité réglementaire. Donc, en fait, il faut bien comprendre que ce cadre d'interopérabilité est inscrit dans la loi. En fait, c'est le Code de santé publique. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'article L 1111-8 qui définit en fait ce que c'est qu'un hébergeur de données de santé, parce que ça, c'est une des particularités françaises. La loi définit un rôle particulier à l'hébergeur de données de santé et lui astreint un certain nombre de règles du jeu particulières. Et parmi ces règles du jeu, il y a le fait que son activité est subordonnée à l'utilisation d'un système d'information conforme à ce référentiel d'interopérabilité et de sécurité proposé par l'ASIP. Alors évidemment, cette légitimité réglementaire, cette inscription dans la loi, est un élément fondateur qui nous permet d'inscrire donc de façon claire les règles d'interopérabilité dans le paysage des systèmes d'information centrés français. Alors en théorie, effectivement, c'est dans la loi, donc on peut imposer, entre guillemets, cette interopérabilité. Mais évidemment, ce n'est pas une façon efficace. Et c'est bien pour ça que le deuxième élément fondamental, c'est de disposer d'une gouvernance qui permet de faire émerger un consensus. Parce que sans consensus, en fait, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est effectivement des règles du jeu qui permettent, on va dire, pour faire très schématique, aux acheteurs et aux vendeurs de se mettre d'accord sur une façon d'échanger les données de santé. Et pour obtenir cet accord, il faut un consensus. Imposer des règles du jeu dont personne ne voudrait, c'est absolument voué à l'échec. Donc le deuxième rôle, le deuxième ingrédient et un des rôles de l'ASIP, c'est effectivement d'assurer ce processus de concertation. Alors en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme les choix qu'on fait dans le cadre d'interopérabilité français sont issus pour une grande partie d'entre eux de standards internationaux, en réalité, la concertation elle a 2 niveaux, parce qu'elle a déjà lieu au niveau international quand ces choix, en particulier à travers des organisations comme IHE, donc, où il y a effectivement une forte concertation. Donc, les standards qui sont choisis sont eux-mêmes issus d'une concertation. Et ensuite, le travail de l'ASIP Santé, ça va être d'une part de choisir pour chaque cas d'usage les standards qui l'intéressent et puis éventuellement de les localiser. Et donc là, dans cette localisation, dans le fait de définir les spécificités au niveau de la France de la façon d'utiliser ces standards, il y a à nouveau une concertation qui est mise en œuvre et qui réunit l'ensemble des acteurs. Le troisième point clé, c'est que une fois qu'on a fait ce travail et qu'on a réussi à mettre d'accord l'ensemble des acteurs, on va dire là pour le coup de l'écosystème français, sur des règles du jeu d'interopérabilité, pour les faire vivre, pour leur permettre d'être implémentés de façon réelle dans la pratique, il y a besoin d'un certain nombre d'infrastructures communes. Alors, pour vous donner 2 exemples emblématiques, les éléments les plus typiques de cette infrastructure commune qui permet au système de fonctionner, c'est par exemple la carte vitale d'une part et la carte CPS, donc la carte de professionnel de santé d'autre part. Donc, grâce à ces 2 outils,
la carte vitale. La carte vitale va permettre d'identifier le patient et donc effectivement d'échanger avec un identifiant univoque des données de santé concernant un patient. Et la carte de professionnel de santé va permettre, elle, d'identifier mais aussi d'authentifier le professionnel de santé de manière univoque quand il accède à des applications qui manipulent des données de santé. Et donc, évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut produire et maintenir, en conditions opérationnelles ces outils. Et ces infrastructures, elles ont forcément un coût. Et ces investissements, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces investissements sont des éléments indispensables au bon fonctionnement de l'interopérabilité. Donc, c'est en tout cas en partie, pour la carte CPS, c'est le rôle de la ZIP Santé, effectivement, de produire, mettre à disposition des professionnels de santé et puis maintenir et renouveler ces cartes de professionnels de santé. Un autre exemple clé d'infrastructure qui permet à l'interopérabilité de fonctionner, c'est le dossier médical personnel, le DMP. Alors, le DMP est lui-même un client en fait, du cadre d'interopérabilité. Le DMP implémente un certain nombre de protocoles, de services qui sont effectivement décrits dans le cadre d'interopérabilité. Et donc, le DMP les implémente conformément à ce qui est décrit dans le cadre d'interopérabilité. Mais ce qui est intéressant dans le cadre français, c'est qu'aussi ce DMP agit comme un catalyseur, parce que finalement, ça permet de tirer, c'est un petit peu la locomotive qui va permettre de tirer ensuite tous les wagons et qui va permettre, par exemple, dans le cadre de l'identifiant national de santé, ça va catalyser le fait que les hôpitaux se mettent en capacité d'acquérir, de stocker et d'utiliser ces identifiants nationaux de santé pour les patients. Alors, maintenant, donc, si on regarde ces trois ingrédients que je viens de décrire, ingrédient réglementaire, ingrédient gouvernance et ingrédient infrastructure commune, et qu'on se pose la question au niveau européen, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a aucun des trois ingrédients. Donc, on se dit qu'effectivement, il y a probablement une difficulté, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais on va se retrouver dans une configuration différente. Alors, le projet EPSOS, d'ailleurs, permet de faire ce diagnostic, où l'Europe peut certes promouvoir et faire connaître des standards d'interopérabilité, donc c'est ce qui a eu lieu donc, dans le cadre ce qui a toujours lieu dans le cadre du projet EPSOS, mais l'Europe n'a aujourd'hui pas encore mis en place les moyens d'une véritable politique, on va dire, proactive en la matière. Alors, en fait, si on essaye de creuser un petit peu le sujet, mon analyse de la situation, c'est qu'en fait, la problématique au niveau européen est quand même relativement différente de celle qui prévaut au sein des États membres. Pourquoi ? En fait, les cas d'usage qui sont susceptibles d'être des locomotives en matière d'interopérabilité sont différents. Alors, pour vous donner un exemple, en France, un laboratoire d'analyse de biologie va passer sa journée à envoyer des comptes rendus de biologie à des professionnels de santé divers et variés avec lesquels ils travaillent. Donc il est évident qu'au niveau français, ces professionnels de santé sont des professionnels de santé français, que ce laboratoire de biologie français, installé sur le territoire français, a un besoin évident de disposer d'un cadre d'interopérabilité qui va lui permettre d'envoyer de façon uniforme, quel que soit le correspondant, les mêmes informations formatées de la même façon, avec les mêmes canaux de transmission. C'est pour lui un élément essentiel. En revanche, quand on regarde au niveau européen, alors il y a eu dans la session précédente quelques exemples de structures extrêmement particulières qui sont focusées sur des problématiques transfrontalières. Mais enfin, globalement, pour vous dire la majorité des acteurs, les problématiques transfrontalières, ce n'est pas aujourd'hui une part de leur activité significative. C'est une petite part de leur activité. Donc, investir de manière massive pour un hôpital dans la capacité à transférer des données vers un hôpital ailleurs dans un autre pays européen, ce n'est pas forcément une évidence. Donc du coup, disposer de standards d'interopérabilité pour transporter des données au niveau européen, c'est séduisant éventuellement sur le plan intellectuel, mais ça ne représente pas nécessairement un besoin opérationnel. Donc du coup, il n'y a pas la locomotive, il n'y a pas l'envie de faire qui permet de tirer toute la barque. Alors si on regarde de plus près, ce qui va faire la particularité des cas d'usage au niveau européen, c'est qu'il se situe immédiatement dans un contexte multilingue. Et ça, c'est une grosse différence, parce que du coup, la couche sémantique de l'interopérabilité va se retrouver au cœur des enjeux européens. Et ça, c'est très différent, parce que en France, si un médecin français veut envoyer un autre médecin français, s'il sait lui envoyer avec un moyen de transport et qu'ensuite il lui envoie un document non structuré, c'est pas grave. Le médecin à l'autre bout du tunnel va réussir à interpréter cette information. En revanche, quand je vais l'envoyer à un médecin tchèque, si je lui envoie les informations en français,
pas sûr que ça lui soit d'une grande utilité. Donc du coup, on se rend compte quand on regarde ça de cette façon-là, c'est que la couche sémantique du cadre d'interopérabilité prend une ampleur énorme à partir du moment où on est dans un environnement culturel multilingue comme celui de l'Europe. Et pour moi, donc, une des priorités européennes en matière d'interopérabilité doit être d'équiper l'Europe de référentiels terminologiques multilingues qui vont devenir des ressources de base pouvant être utilisées dans un grand nombre de cas et éventuellement même au-delà des frontières de l'Europe. Donc juste pour conclure, j'espère que d'ici quelques années, grâce au travail qui a été initié par Epsos et qui se poursuit aujourd'hui, un patient français qui dispose d'un dossier médical personnel contenant des données de santé le concernant va pouvoir, grâce à ces ressources terminologiques multilingues, avant de partir en voyage, produire une version dans n'importe quelle langue disponible au sein de ces ressources pour avoir une traduction valide des principales informations de santé contenues dans son dossier médical, quel que soit le pays où il va partir, que ce soit un pays européen ou d'ailleurs un pays ailleurs qui utilise, en Amérique du Sud par exemple, une langue européenne. Et je pense que ça, c'est un grand service que l'Europe pourrait rendre à ses citoyens. Très bien. Merci beaucoup, Élie. Ce serait extraordinaire de réussir à faire ça d'ailleurs au niveau de la santé, alors qu'on n'y est pas encore arrivé au niveau du permis de conduire. Mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Alors, il serait intéressant de voir comment, au niveau d'une région, donc en l'occurrence de la Catalogne, on peut effectivement avoir des activités du même type, et à quelles conclusions on est arrivé, si les conclusions sont les mêmes que celles que Élie vient de nous donner. Alors pour ça, donc, je suis heureux de passer la parole à Janer Garcia Leonard, donc je l'ai dit une fois, ne me le faites pas dire deux fois, qui est directeur du centre de transfert technologique de la fondation Technocampus à Mataró, qui est dans la région du Maresme, à côté de Barcelone. Et en même temps, au directeur d'un centre de compétences sur la standardisation et l'interopérabilité. Donc, il a réalisé un certain nombre de projets qui sont des projets au niveau purement régional, donc, dont un sur, disons, pour simplifier, le DMP catalan, et puis un deuxième également qui est un projet qui s'appelle Wi-Fi, sur un cadre d'interopérabilité pour l'intégration des niveaux d'assistance. Cadre d'interopérabilité, encore une fois. Il a réalisé également un projet espagnol, et puis il participe également au projet européen EPSOS aussi. Et il est impliqué dans la terminologie SNOMED City, interopérabilité sémantique également. Donc on a affaire, disons, à un Élie Lobel catalan, en quelque sorte. Voilà. Alors, c'est un exemple intéressant, l'exemple de l'Espagne, et je voudrais dire pourquoi. Quand on parle de l'Europe, on a un ensemble d'États avec leur législation, leurs lois, leur culture, etc. Quand on parle de l'Espagne, on parle d'un ensemble de régions autonomes qui ont, contrairement à la France, la possibilité donc d'avoir pour chacune des régions un certain nombre de prérogatives, c'est-à-dire que chaque région peut avoir son système de santé et son système donc de e-santé en particulier. L'interopérabilité, donc, à ce niveau-là, va se heurter à un certain nombre de problèmes techniques. Mais par contre, contrairement à l'Europe, le problème qui se pose n'est pas tellement un problème culturel, encore que, dans certains cas, il y ait des problèmes culturels. Il n'y a pas non plus de problème juridique. Donc, par certains aspects, c'est moins compliqué. Par d'autres aspects, ça reste quand même très compliqué. Donc, c'est un exemple intéressant. Quand on regarde un peu la France, on se dit finalement, avoir un système comme le système centralisé français, c'est pas trop mal, ça nous permet d'éviter les difficultés posées par une interopérabilité entre les régions. C'est tout le problème du bottom-up versus top-down. C'est-à-dire que ou bien vous construisez l'interopérabilité à partir du haut, donc à partir de l'État vers les régions, ça, c'est le top-down. Si vous faites le bottom-up, vous faites la démarche inverse. C'est donc vous partez la région de sa connaissance, des entreprises locales, etc. Et vous bâtissez des systèmes en remontant. Alors, c'est toujours des problèmes de discussion entre ces deux niveaux qui apparaissent. Et quand vous regardez l'histoire du dossier du patient, vous verrez que ceux qui ont commencé à travailler l'ont toujours fait dans une version bottom-up, donc partant des régions et puis construisant petit à petit, qu'il s'agisse du Danemark, qu'il s'agisse de la Suède ou bien de la Norvège. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système.
Mais ce sont réfléchir sur la façon de bâtir en fonction disons, du statut administratif, en fonction également de la culture, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire avant de se lancer. Alors, ceci étant, rapidement, les questions donc, moi, qui me viennent à l'esprit sont des questions relatives au positionnement, disons, de la Catalogne en matière d'interopérabilité par rapport au projet national et aussi par rapport au projet européen. En quoi ça change par rapport à ce qu'on a entendu par rapport à Elie? D'accord. Au niveau européen, je pense que c'est la même chose partout. C'est-à-dire on a les idées technologiques claires, le projet EPSOS marque la ligne de ce qu'on doit faire, mais on a un problème, si vous voulez, plutôt juridique de comment mettre tout le monde d'accord pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la vision qu'on puisse avoir en Espagne au rapport de l'Europe, ou en France au rapport de l'Europe, ou en Norvège au rapport de l'Europe. On a un tas de choses à faire, on a un long, très long chemin pour avancer. Si on ne peut pas avoir un permis de conduire qui nous permet d'être partagé, c'est assez loin de pouvoir partager les données, disons, personnelles et de notre document médicaux. Mais je pense qu'on a les idées claires, je pense que le chemin commence à être marqué et on va voir comment on va pouvoir avancer. Au niveau plus, si vous voulez, local, au niveau plus de la Catalogne, alors là, on se trouve dans une situation où, comme vous avez très bien indiqué, on a la possibilité de réglementer quelques-unes des parties de l'enjeu, c'est-à-dire depuis le gouvernement de la Catalogne, on a la possibilité de marquer quelles sont les règles de jeu, le cadre d'interopérabilité par exemple qu'on a défini Wi-Fi, pour assurer que le centre puisse partager de l'information. Ça, c'est une décision que l'on fait depuis le gouvernement de la Catalogne et qui et pour les centres qui travaillent, disons, avec des données des citoyens qui sont de la Catalogne. Au moment où on surpasse cette frontière et on rentre dans le terrain national de l'État espagnol, alors là, on a le ministère de Santé qui, avec le système national de santé, réglemente aussi l'enjeu au niveau de l'État espagnol. Ici, on doit trouver la façon d'assurer que ce qu'on met en place au niveau local peut être après adapté au niveau, disons, national. C'est-à-dire, on est dans une... en comparant, on travaille bottom-up au niveau local, mais après, on a un top-down qui vient, disons, du ministère de Santé et qui essaye de regarder, d'être attentif à ce que toutes les régions font pour essayer de mettre sur place un système qui puisse garantir, en une vision top-down, l'interopérabilité entre les systèmes qui ont commencé bottom-up dans toutes les régions. Ici, ce qu'il faut faire, c'est être très attentif à ce que le ministère est en train de travailler pour essayer d'assurer en même temps que les propositions que l'on fait au niveau local soient très proches de la proposition qu'on va trouver depuis le ministère à Madrid. C'est-à-dire, il faut proposer en essayant de savoir quelle va être la proposition que le ministère va faire pour être sûr que le chemin que tu es en train d'avancer, par exemple le cadre d'interopérabilité qu'on est en train de mettre sur place en Catalogne, va permettre de s'adapter dans un futur cadre d'interopérabilité au niveau national. De toute façon, ici, il faut aussi le niveau technique ou technologique, il faut préparer les centres de santé pour permettre que les futures adaptations des réglementations qu'on va avoir, puisque c'est un chemin qui va être réalimenté, c'est-à-dire on va avancer, on va proposer, on va développer, on va changer, alors il faudra tourner à développer, que les adaptations technologiques qu'on devra faire pour que les messages qu'on va interchanger entre les centres, pour que l'information qu'on va interchanger entre les centres soit facilement adaptable. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a un cadre d'interopérabilité, ce qu'on doit faire, c'est le mettre en place.
qu'il fonctionne. On assure que 2 centres qui ont ce cadre d'interopérabilité peuvent s'interchanger de l'information. Maintenant, si on voudrait travailler sur un cadre d'interopérabilité avec la France qui a le sien, ça ne va pas être le même, c'est presque sûr, hein, avec une probabilité prochaine à 1. Alors ce qu'on doit voir, c'est la technologie qui permettra au centre de très facilement adapter les messages pour assurer qu'on va pouvoir interchanger l'information. C'est-à-dire, il y a un niveau réglementaire de faire la définition de qu'est-ce qu'on va interchanger, et il y a un niveau technologique de proposer une solution qui permettra aux agents qui sont en train de participer de cette interopérabilité de s'adapter d'une façon facile à ce qui va venir. C'est-à-dire quand un centre doit interopérer avec quelqu'un, d'abord il dit ben, écoutez, bon, je travaille avec mes données, ça marche, je ne sais pas tellement bien pourquoi je dois partager les données avec des autres. C'est plutôt un problème pour moi de m'adapter à un cadre d'interopérabilité. J'ai un tas de choses à faire. Alors, quand je vois que je dois le faire, je m'y mets, je commence, je développe, je deviens interopérable. Mais ce que je veux, c'est que cet effort que j'ai fait, demain, quand on va changer les règles, je ne vais pas devoir recommencer des zéros. C'est-à-dire, je veux qu'après, si on change 3 messages, ça soit assez facile pour moi de pouvoir changer les 3 messages qui vont prendre l'information chez moi et l'envoyer chez mon interlocuteur. C'est-à-dire, c'est très important et c'est là où le centre de compétences d'intégration qui est au Technocampus est important. On essaye de donner d'un côté les spécifications, mais de l'autre côté aussi des solutions technologiques qui vont permettre une adaptation future qui va être facile au centre pour pouvoir changer les règles d'interopérabilité. Parfait. Une question posée au niveau des Charles? Je demandais s'il y avait une question à poser sur... Oui. Bouton. Oui, c'était plus simple. Ah non, ça y est, c'est réveillé. Une question, parce que, ayant implémenté beaucoup d'interopérabilité, j'ai vu qu'à chaque fois qu'il fallait convertir et transformer, mettre des gateways, des passerelles, etc., c'est quand même une grande souffrance et souvent ça échoue. Alors, est-ce que la démarche que vous avez décrite, qui est « je vis avec la diversité des régions en Espagne, et donc je vais devoir traduire et convertir quand je sors de ma région et quand je rentre de ma région », est-ce que c'est quelque chose qui a un niveau de déploiement qui vous permet de dire c'est faisable, c'est maintenable, ça va avoir un coût acceptable, ou est-ce qu'il va falloir mettre un peu de rationalité là-dedans assez rapidement, parce que c'était bien pour commencer, mais c'était se mettre le pied à l'étrier, mais c'était quand même pas la façon idéale ou désirable sur le plus long terme. Au long terme, ce n'est pas maintenable. C'est-à-dire, chaque fois qu'il faut adapter, il y a un tas de travail à faire. Si vous avez travaillé dans l'interopérabilité, vous savez, c'est facile à dire et c'est plutôt difficile à faire. Et ça n'a pas changé. On est exactement sur la même place. La solution, la proposition de solution, plutôt, ça serait d'avoir des gateways qui puissent être le plus, disons, autoconfigurable que possible. C'est-à-dire qu'une même solution permettra qu'un centre qui est déjà connecté à cette plateforme d'interopérabilité puisse parler d'une façon différente et qu'une fois on a fait l'adaptation pour un centre, ce soit utilisable pour les autres centres. C'est-à-dire, si l'information que j'ai chez moi ne change pas de place, de lieu, l'interconnexion intérieure est déjà faite. Maintenant, si ce que je change, c'est le cadre d'interopérabilité, je peux changer une fois et ça peut servir pour tous les centres qui en sont déjà en train d'utiliser cette solution d'interopérabilité. Évidemment, on est plutôt au niveau de petite implémentation,
c'est-à-dire c'est encore cher à faire parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, il y a beaucoup de travail à faire. Et on n'a pas tellement fait de réadaptation sur une solution. C'est-à-dire, on peut parler du point de vue de la théorie. Ça pourrait être une solution qui pourrait peut-être être raisonnable, faisable et qui pourrait ne pas consommer trop d'efforts, mais on devra le voir. Et quand on le verra, peut-être on va se rendre compte qu'on est dans la même situation que dans d'autres solutions et qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire, c'est-à-dire trop de travail, et qu'alors il faut essayer de faire des efforts à faire une bonne définition pour ne pas tellement changer les cadres d'interopérabilité. Là, au niveau national, en France, c'est peut-être plus facile, ça vient top-down. En Espagne, on va voir comment on fait, mais le problème pour nous, c'est plutôt l'Europe. C'est-à-dire, on ne peut pas penser dans une solution qui va fonctionner dans la Catalogne. Ben, c'est très bien, je sais que si je voyage en Catalogne, je vais pouvoir partager mes données, ben, je suis rassuré. Mais quand je viens à Castres, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Ça ne m'assure pas de savoir que ça marche en Catalogne. Et au niveau européen, il y a beaucoup de travail à faire, puisque la définition n'est pas claire, ni comment on va la faire, ni quelle va être la définition. Et c'est là où on va avoir un tas de problèmes d'interopérabilité et on va avoir un important problème de langage, où les langues, au niveau terminologique, vont jouer un enjeu très important et on va voir comment prendre les données et, disons, les adapter. Dans les fichiers, c'est facile de partager un document PDF qui est en français. Il n'y a rien à faire. Tu vois l'image, il y a des commentaires en français, tu les comprends si tu sais lire le français. Si tu dois le traduire à l'allemand, ben c'est pas mal de difficile. Il faut prendre le document, il faut trouver les mots, il faut les comprendre, il faut les traduire, il faut les écrire. Il y a un tas de travail, disons, à faire. Il faut structurer l'information. Et là, il y a un chemin qui est long à faire et on a un tas de boulot à définir, je pense. Merci. Donc, Charles a pris la parole, donc il faut que je vous présente maintenant. Charles Parizeau donc, est Global Manager au sein de GE Healthcare. Il a une longue histoire derrière lui en matière de standards, en particulier HL7 et DICOM, et d'interopérabilité. Je l'ai connu quand j'étais à la Commission européenne. Il était dans des groupes que j'avais formés, des groupes d'industriels sur l'interopérabilité. Et il a eu un rôle extrêmement important, en particulier pour promouvoir donc IHE au sein donc, du projet EPSOS. Ce que j'aimerais poser comme question, c'est des questions que pratiquement il n'y a que l'expérience qui permette de répondre à ça. En matière d'interopérabilité, donc des applications en e-santé, quelle est l'efficacité des politiques au niveau du modèle européen et au niveau du modèle français, avec les forces et les faiblesses correspondantes? Vaste question. Merci, parce que je crois qu'en effet, elle est importante et les deux intervenants précédents ont bien montré que nous avons une combinaison de choses qui sont politiques, qui dépendent de l'organisation d'un pays, d'une région, des stratégies de ces gouvernements. Et bien souvent, ces gouvernements, ces entités politiques pensent que l'interopérabilité est un problème technique. Grave erreur, si vous ignorez l'interopérabilité, elle vous rattrapera, elle vous tuera. À peu près la moitié des projets qui ont choisi d'ignorer le problème d'interopérabilité n'existent plus. Ils sont tombés sur l'épée de l'interopérabilité, ils ne l'avaient pas vu. On pensait que c'était un problème technique qu'on allait régler au cours de l'implémentation. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et je dirais que c'est certainement, tant au plan européen qu'au plan national, le plus grand progrès qu'on a fait depuis 10 ans. Nous aurions eu cette discussion en l'an 2000. J'aurais dit, écoutez, sur les 27 pays européens, il y en a peut-être un ou deux qui comprennent qu'ils ont besoin d'un cadre d'interopérabilité. Et puis, les autres se demandent, ne sont pas convaincus, ne font rien. Eh bien, ce qui s'est passé quand même, je dirais, en 10-13 ans, c'est un retournement et la compréhension qu'il y a un problème, que c'est un problème technique, mais c'est un problème qui demande
de la gouvernance. Et la technique est elle-même très compliquée. Je n'arrête pas de rappeler un exemple que nous ignorons tous, je pense tous, sauf moi, je m'excuse. Savez-vous combien de temps il a fallu pour interconnecter les distributeurs de billets, les fameux ATM que nous trouvons dans les rues, dans les banques et tout ça? C'est pas compliqué. Il y a 3 transactions. Elles ont chacune à peu près 20 éléments de données. Alors, on est loin d'une patient summary, d'un dossier imagerie, etc. La décision a politiquement été prise de le faire par les grandes banques à la fin des années 80. Non, excusez-moi, à la fin des années 70. Et les premiers ATM sont apparus connectés dans les pays 15 ans plus tard, en gros au milieu des années 90, milieu des années 90. Et il a fallu attendre l'an 2000 pour que nous ayons un réseau interconnecté au plan mondial et que, je pense que vous avez pu retirer de l'argent à l'aéroport de Castres sans aucune difficulté et on l'expérimente nous-mêmes. Donc, essayons de comprendre que dans un système relativement centralisé, à la gouvernance relativement claire, associations de banques internationales qui se sont réunies, les 15 plus grandes banques ont dit « ça, c'est un service qu'il faut offrir à nos clients, on va charger une équipe technique de définir des spécifications et on va le déployer ». En gros, il a fallu 15 ans pour faire ça. Et nous voulons faire l'interopérabilité dans la santé en quelques années. Alors, malheureusement, on souffre, on n'y arrive pas, et ce n'est pas étonnant, parce qu'on est en train de traiter des problèmes qui sont à l'échéance de 10, 20 ou 30 ans. Ceci n'est pas une excuse pour ne pas avancer. J'apprécie tout à fait ce que vous faites en Catalogne. Vous essayez dans le contexte politique, de définir là où est votre territoire de responsabilité, de mettre de l'ordre là où vous pouvez mettre de l'ordre, en espérant que l'ordre se mette en place ailleurs, et ensuite en se demandant comment ces 2 cadres d'interopérabilité différents, on va essayer de les recoller ensemble. Il est important aussi de comprendre qu'il y a un élément dans l'interopérabilité qui est aussi important, qu'on appelle la fragmentation du marché. Alors, on entendra plus parler, je pense, par le dernier intervenant, mais je veux quand même donner quelques éléments. Je suis industriel. Je suis tout à fait intéressé de fournir des systèmes informatiques en Catalogne, des équipements, des systèmes. Et j'aimerais bien ne pas avoir à les reprogrammer quand il faut les connecter à l'interface catalognaise, à l'interface du DMP, à une autre interface en Danemark, etc. C'est le cas aujourd'hui. Et on a vu, même plus encore, que des gouvernements qui sont bien organisés, qui ont défini des politiques et des cas d'interopérabilité, qui ont choisi les mêmes standards. Alors, exemple parfait, la Hollande. La Hollande a choisi pour partager ses prescriptions, distribuer ses prescriptions et ses réseaux de dispensation de médecine, a choisi exactement les mêmes standards que l'Angleterre. Eh bien, nous avons dû connecter un système à l'un et à l'autre, et je peux vous dire qu'il a fallu tout refaire. Tiens, c'est bizarre. On a choisi les mêmes standards, et il a fallu tout refaire. Ce qui prouve que les mêmes standards, on peut les assembler de façon tellement différente qu'on arrive à devoir refaire du logiciel de façon assez critique. Alors maintenant, essayons d'analyser les coûts impliqués, les délais impliqués par le projet qui a défini son cadre, qui l'agite dans ses appels d'offres et qui voit des industriels dire oui, c'est bien, mais enfin, il va falloir 1 an et demi avant qu'on puisse vous sortir cette interface. Et là, on tombe sur un syndrome que j'appelle le syndrome finlandais, où ils ont défini leur cadre, ils ont mis le cadre, et puis quand il s'agit de le déployer, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne pour l'implémenter. Pourquoi ? Ils sont relativement petits marchés, quand même 10, 12 millions, etc., ou 17, je ne sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Le marché n'était pas suffisant, donc il a fallu qu'ils donnent des subventions aux industriels,
qui en ont redemandé, qui en ont redemandé, qui en ont redemandé. 3 ans plus tard, il n'y avait rien implémenté. Donc attention, les obstacles techniques et la créativité de créer vos specs sur le plan technique peuvent être absolument la mort de votre projet. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et je dirais, quand on vit en France et qu'on a un cadre d'interopérabilité que fait la ZIP, si on fait un projet régional, il vaut peut-être mieux être cohérent, pas parce que la loi le dit, mais si vous voulez que votre projet réussisse et que vous voulez avoir de la synergie dans les produits qui vont être mis à votre disposition, dans leur coût, dans leur disponibilité, dans leur robustesse, eh bien, il est fondamental de prendre cela en compte. Je voudrais faire un détour pour vous expliquer une réflexion qui a été mise en place conjointement par les industriels et les utilisateurs, qu'ils soient gouvernementaux ou cliniques, une initiative qui s'appelle IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, et qui part du constat suivant, qui est de dire, eh bien, quand je regarde de près, un problème d'interopérabilité réglé dans un pays A, avec un ensemble de standards, réglé dans un pays B avec une petite variante, dans un pays C avec encore une autre variante, tiens, c'est pas tout à fait le même standard, c'en est un autre. Et on voit en fait que tout ça, c'est à 90-95% le même problème. Et que si les standards sont combinés de façon différente, c'est un accident de l'histoire. C'est parce que les gens qui ont fait la spec, eh ben, c'est ça qu'ils connaissaient, c'est les idées qu'ils ont eues, et ils sont bons, ils ont fait un truc qui marche, mais n'empêche qu'ils ont fait 3 trucs différents, 5 trucs, 100 trucs différents. Donc l'idée d'IHE, c'est de dire, ah, choisir des standards pour les mettre dans une spécification d'un projet, c'est du travail, c'est un risque, et en plus, quand on a fini, on a un truc parfaitement original qui va vous faire souffrir toute votre vie. On ne pourrait pas faire ça ensemble avant le projet, et c'est simplement ça que fait IHE, qui est un espèce de méta-standard qui consiste à dire, ben, on va prendre un problème que tout le monde a, et on va aller se mettre d'accord pour choisir le même ensemble de standards, les assembler de la même façon pour résoudre le problème d'une seule façon. Et espérer, parce que IHE n'a pas de pouvoir, ce n'est pas un gouvernement, c'est un effort volontaire, que cette spécification va être adoptée simplement parce qu'elle a une masse, un poids sur le marché, elle a une expérience derrière elle, elle a des gens qui sont formés, il y a des outils de test, il y a tout un environnement qui vient avec et qui va faire que ça va être beaucoup plus facile à implémenter. Et ce qu'on a vu aussi au cours des 10 dernières années, pour des projets nationaux et régionaux, c'est IHE, à partir de 2004, commençait à se gratter la tête et, en gros, entre 2004 et 2010, sortir toute une série de spécifications qu'on appelle des profils, des assemblages de standards. Et ces profils ont été adoptés par le DMP, qu'on a adopté 7 ou 8 dans sa version actuelle, peut-être même un peu plus, et aussi adoptés par les Autrichiens, et aussi adoptés par les Américains et par les Canadiens. Et on trouve ainsi une cohérence entre des projets nationaux qui ne se sont jamais parlé quant à la fabrication de leurs spécifications. Alors, ont-ils des spécifications identiques? Non. Mais elles sont 95% fabriquées de ces mêmes blocs, ces profils IHE, et ils ont ajouté les 4, 5, 6% de spécificité vraiment spécifiques, excusez-moi le terme, au pays, au projet. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en fait accéléré le déploiement de leur projet. Le meilleur exemple, c'est ce que fait le Luxembourg actuellement. Le Luxembourg a commencé très tardivement. En gros, leur projet a commencé il y a un an et demi. Au bout de 6 mois du projet, ils avaient leur cadre d'interopérabilité. Ils ont fait leur appel d'offres et je crois que la semaine prochaine, ils vont annoncer l'ensemble des industriels qui vont développer l'infrastructure nationale au niveau du Luxembourg. Ils ont fait ça en 12, 13 mois. Impensable à faire sans utiliser ces modules de spécification qu'ils ont utilisés, ces profils IHE qu'ils ont assemblés. Donc ils ont un cadre d'interopérabilité et je peux, moi, le lire, le comparer à celui de la ZIP et dire c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Ah, petite différence ici, ah, petite différence là.
et de telle façon, je comprends les différences. Je peux prendre un logiciel existant, faire juste les adaptations qu'il faut, et prendre un produit français et le mettre sur le marché luxembourgeois. Donc on voit là les économies d'échelle. On voit quelque chose qui n'était pas possible de faire en 2000 ou en 2005 même, qu'il est possible de faire en 2010, qu'il serait pas raisonnable à mon avis de ne pas faire aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs de nouveaux projets qui viennent. La Slovénie se lance et a utilisé des profils IHE. Donc, est-ce qu'il y a convergence? Ben, je dirais oui. Et pour revenir en quelque sorte à la question, parce que j'ai répondu à la question, eh bien, ces entités politiques qui ont à faire de la gouvernance, ben, ils ont des outils maintenant qui apparaissent techniques, mais qui en fait simplifient la gouvernance. Parce que vous pouvez dire dans la gouvernance, je vais essayer de construire ma spec avec des profils IHE, ce qui va me donner quelque chose qui va beaucoup plus ressembler à ce que font tous mes petits copains autour, et donc faire que le jour où on devra interconnecter l'Autriche avec la France ou le Luxembourg avec la France, ah tiens, ah oui, oh ben ça se fait, ah là il y a un petit effort à faire, et réflexion que vous faisiez, les outils de traduction sont réduits et sont simplifiés. Donc, ma conclusion et la réponse à la question, c'est gouverner, c'est bien, mais il faut comprendre la dynamique technique de ce que l'on gouverne. Dire « je veux un cadre d'interopérabilité », c'est bien. On a appris cette leçon et nos politiciens la comprennent maintenant. Il faut les faire passer au niveau supérieur, c'est dire essayer d'avoir un cadre d'interopérabilité qui est le moins original possible. Réutiliser ce qu'ont fait les autres et réutiliser, par exemple, les profils IHE. Mais il y a la même chose qui se fait dans le domaine du remote monitoring et des home devices avec Continua. Continua qui définit des profils pour mettre des devices chez les patients et faire que tout ça, ça se connecte bien ensemble. Et sachez que IHE et Continua travaillent ensemble. Donc les profils, tous ces profils se connectent et on peut jouer avec eux. Donc, laissons à nos gouvernants la bonne gouvernance, mais soyons prudents quant à nos choix techniques, parce que derrière les choix techniques, il y a des risques, des délais et des investissements. Je vais conclure par un chiffre. Quand j'ai demandé, lors du Connectathon IHE, qui est cette séance de test à laquelle, si vous êtes industriel et vous n'avez pas encore participé, je vous invite à le faire. Vos ingénieurs et vos gens du marketing ne travailleront plus de la même façon dans l'interopérabilité après y avoir participé. Le programme du NHS Connecting for Health nous a dit « OK, on vous donne 40 000 € pour venir en Angleterre et faire un connectathon en Angleterre. » On a dit 40 000 livres, excusez-moi. Ce que IHE, qui n'a pas beaucoup de sous, a immédiatement accepté. Mais ils ont dit, il y a une condition, on va vous envoyer 10 de nos meilleurs spécialistes de tests, surveillez vos tests et voir et vous évaluer. Acceptez-vous? Absolument aucun problème, c'est public, pas de problème. Ils ont fait ça et la conclusion, je résume un peu, a été de dire ce qu'on en a vu comme test fait en une semaine entre 100 et quelques produits testés sur une vingtaine, une trentaine de profils à l'époque. Ils disent ça correspond à l'ensemble de nos spécifications. Nous, on met 1 an à faire ça et on a 100 ingénieurs à plein temps qui exécutent ces tests. Vous l'avez fait en une semaine avec 5 personnes à plein temps pendant la semaine. Le reste, vous avez piqué les ressources aux industriels qui, en plus, sont contents d'être là parce qu'ils apprennent et ils résolvent les problèmes qu'ils ont dans leurs produits. Ils ont dit, tiens, c'est quand même un peu plus astucieux. Ces problèmes de test, c'est très, très, très coûteux. Les projets e-health souffrent tous, sans exception, du problème de tester les spécifications. Avoir un cadre, c'est bien. Savoir le tester, c'est mieux et ça n'est pas facile. Merci. Merci, Charles. Puisque tu as parlé de standards tout à l'heure, on a bien compris que les standards, c'était une condition nécessaire, mais non suffisante.
mon expérience de la Commission m'a appris que la façon dont on faisait des standards par rapport aux anglo-saxons n'était pas toujours des plus performantes et qu'on avait des difficultés, disons, à convaincre les utilisateurs. Oui, c'est bon. Oui, bon. ça va. Et quelquefois, la vitesse d'adoption de ces standards n'était pas suffisante, disons, par rapport à la vitesse d'adoption des Américains. Où en est-on en Europe par rapport aux 10 dernières années? Alors, honnêtement, les différences culturelles sur les standards existent. L'efficacité des différents modèles est à peu près tous la même, elle n'est pas très bonne. Alors, la moitié de la faute vient du côté des gens qui font les standards. Les standards sont faits de façon trop générique. Donc, il faut les spécialiser. Donc, c'est une des choses que IHE fait, qui est de dire merci pour un standard générique, mais mon problème, c'est ça. Donc, on va faire un sous-ensemble. Donc, ça, c'est le premier côté. L'autre côté, tant qu'un standard n'est pas adopté, ça n'est pas un standard. Donc, il y a un problème d'adoption, et l'adoption d'un standard, elle existe à 3 conditions. Elie nous a donné la première. Il faut avoir un problème utile à résoudre. Et si on essaie de faire des trucs pas très utiles, personne n'investira, les industriels regarderont ça en riant, les politiciens perdront patience. Donc il faut faire quelque chose d'utile. La seconde chose, c'est qu'il faut avoir de bons standards assemblés dans un bon cadre d'interopérabilité. C'est très difficile de développer un bon cadre d'interopérabilité. Si votre cadre d'interopérabilité a quelques erreurs dedans, vous survivez. S'il y a plus de 10 erreurs par 100 pages, vous êtes mort. Parce que le temps de les corriger, tout le monde aura perdu patience et le monde vous aura passé devant, ils sont partis faire autre chose. Et il y a une troisième condition qui, là, est sans doute la plus difficile à résoudre, qui est, il faut que ce soit quelque chose que les utilisateurs, en général les cliniciens, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, peuvent utiliser. Parce que l'interopérabilité, on ne la voit pas, ça se passe dans des fils, mais les conséquences de l'interopérabilité sur les systèmes et sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec les systèmes, cette façon, on ne la standardise pas. Mais il faut qu'elle existe et qu'elle soit bien faite. Et là, les industriels ne sont pas très bons, et c'est là où souvent l'adoption des standards faillit, c'est qu'en fait, le standard est intégré techniquement dans le produit, mais la façon de devoir utiliser et de naviguer le produit, l'utilisateur dit « Non, mais attendez, ce truc-là, ça n'a pas été conçu pour ça. » Et donc là, il y a, je dirais, une responsabilité au point de vue des industriels, mais aussi des gens qui ont des projets. C'est quand vous mettez des projets avec des specs totalement uniques, on passe le temps à implémenter l'aspect totalement unique. Donc on ne passe pas de temps sur la partie visible que l'utilisateur avec laquelle il va devoir souffrir. Réutiliser les mêmes specs, il y aura moins d'efforts derrière, on pourra mettre plus de ressources devant pour faire que ce soit facilement utilisable. Donc ça, c'est 3 conditions. Et si on remplit ces 3 conditions, je crois que l'adoption, elle arrive naturellement. Merci Charles. Bien, je pense qu'on va terminer donc ce tour de table, puisqu'elle est ronde, donc on en fait le tour, avec donc l'industrie, représentée officiellement donc par Pascal Nibaudot. Et donc Pascal Nibaudot est directeur du business development de Orange Healthcare. Donc ce que j'aurais voulu connaître de votre part, c'est ce qu'est la politique d'Orange en matière d'interopérabilité. Et comment vous analysez en fait l'interopérabilité sur l'impact de l'interopérabilité sur le marché. Ensuite, on passera à quelques questions, disons, dans l'Assemblée, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Sur la première question, c'est assez simple. On fait partie d'un certain nombre d'organismes. Continua a été cité. À ce titre-là, on est partie prenante d'un certain nombre de constructions, de normes et de standards. Donc là, on est acteur, comme on l'a été dans différents secteurs. La banque a été évoquée. Aujourd'hui, simplement par rapport au parallèle qui a été fait, le point de départ entre la compétence et la maturité en termes de TIC dans la banque
Et dans la santé, on ne part pas du même T0, si vous voulez, d'accord ? Lorsqu'on a mis en place un certain nombre de normes et de standards dans la banque, encore une fois, condition sine qua non liée à la performance économique, le point de départ de la compétence et de la maturité informatique au sein des banques était bien plus avancé qu'elle ne l'est au sein du secteur. Donc il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, relativement à ce qui a été dit sur la maturité en termes de TIC, la maturité en termes de réutilisation de standards auxquels nous, en tant qu'industriels, puisqu'il y a les économies d'échelle derrière. Bien évidemment, il y a une composante coût qui est absolument extrêmement importante. Il faut bien avoir conscience que ce niveau de maturité et d'interlocuteur, c'est un point que moi je voudrais ici souligner, en tant qu'industriel, avec qui travaillons-nous, d'accord ? Je vais prendre 2-3 exemples, si vous le voulez bien. En termes d'interopérabilité, moi j'ai plutôt de bonnes nouvelles. Je dirais, cette interopérabilité est en train de se mettre en place à travers un certain nombre d'organismes et de standards et un certain nombre de pratiques. Alors, quelles sont ces pratiques ? Je vais prendre deux exemples assez rapidement dans le secteur de la santé. Lorsque des industriels comme nous sommes contactés par des industriels de la santé sur ce qu'on appelle les devices communicants, c'est-à-dire comment est-ce que je fais en sorte de rendre communicant un device que j'embarque sur le cœur, un défibrillateur, le cœur d'un patient qui me permet à tout instant de déverser de l'information dans la box. C'est une box qui est grosse comme un cendrier et on déverse de l'information dans cette box tous les jours. Ces informations sont envoyées sur un plateau. Donc j'évite l'effet tunnel. Je ne sais rien de vous entre deux rendez-vous. Là, j'ai des informations qui sont journalières et puis je traite les comportements atypiques. Faut-il d'ailleurs un médecin derrière ces premières informations ? Il n'est pas nécessaire. Je fais intervenir le médecin qui coûte cher et son temps est précieux que lorsque je travaille sur les aspects techniques. Donc, je prends une information sur le cœur du patient, je la stocke à un endroit, je la diffuse de façon absolument standard, comme vous le faites aujourd'hui sur une tablette, un smartphone, derrière un call center, un PC. Tout ceci aujourd'hui existe et ne pose absolument aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème technique. Prenons un deuxième exemple, l'image. L'image est un environnement plutôt standardisé et normé, d'accord ? Via un programme, cette fois-ci régional, c'était l'Île-de-France, Clos des Vins, l'ARS. Là aussi, on va retomber sur des notions de gouvernance, d'accord, et de pouvoir politique, d'accord, qui dit, messieurs les hôpitaux, faire de l'imagerie et la stocker, ce n'est pas votre job, ce n'est pas votre métier. Vous y perdez du temps, de la ressource et de l'argent. On va faire une externalisation du stockage, l'archivage de cette image, et vous allez, vous, acheter du service. Bien évidemment lié à un cahier des charges que nous recevons, fait par les professionnels de santé, les radiologues en l'occurrence, avec un certain nombre de services. Encore une fois, cette image, je la prends, je la stocke, c'est une 30aine d'hôpitaux en région parisienne, et je suis capable de la fournir à n'importe quel radiologue en moins de 2 secondes sur n'importe quel PC. À des fins de diagnostic, bien évidemment, de comparaison, bref. Et le patient, bien évidemment, repart. Lui aussi a un code d'accès, il peut aller chercher sa radio s'il le souhaite. Encore une fois, nous sommes dans un environnement normalisé, standardisé. Ce sont des choses qui marchent et qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'elles supposent ? Bien évidemment, on l'a dit, un cadre, des normes, des standards, mais je dirais que tout le monde y travaille. Vous avez pu voir qu'il y avait un consensus ici à travers les différents acteurs. Ce qui fait la différence, c'est la gouvernance, c'est le pouvoir public, c'est la volonté d'eux et bien évidemment les ressources afférentes. Et quand je dis ressources, c'est à la fois en quantité et en qualité, c'est-à-dire c'est aussi en termes de compétences, bien évidemment. Et cette différence-là, elle est clé. Lorsque tout à l'heure on évoquait la réutilisation, mais il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, compte tenu du droit public lié aux appels d'offres, les bonnes pratiques identifiées dans une région, parce qu'on pense, nous, industriels, que la région permet des économies d'échelle et la bonne taille pour faire un certain nombre d'opérations de cette nature-là. La région qui a repéré d'une bonne pratique sur la radiologie, le maintien à domicile, le suivi à domicile de gens qui font, je ne sais pas, des maladies cardiaques, du diabète, d'insuffisance respiratoire. Il ne peut pas dire « je prends cette solution-là et je l'implante chez moi ». Il faut qu'il fasse un appel d'offres, qu'il le spécifie en fonction des contraintes, bien évidemment, et aussi, pardon, je vais être un peu provocant, mais il y a aussi du corporatisme dans ces milieux-là, comme partout ailleurs. Et donc, l'incapacité qu'a, même s'il le souhaite,
de reprendre une bonne expérience faite sur un autre domaine dans une région et de l'implémenter. On lui impose de passer par un certain nombre de contraintes qui peuvent s'expliquer, encore une fois, qui ont aussi leur légitimité, mais qui sont devenues aujourd'hui un frein, un obstacle, d'accord, à cette réutilisation et cette duplication. Étant entendu que pour un industriel, il y a, comme tout industriel, un effet d'échelle. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de le faire dans une région, puisque bien évidemment, en termes économiques, je dirais que cela pose des problèmes à l'ensemble des acteurs, mais sur plusieurs régions. Aujourd'hui, un certain nombre de choses existent, sont malheureusement, et c'est peut-être le côté un peu plus pessimiste, alors je ne parle pas au niveau de l'Europe, parce que cette ambition-là, on la souhaite, elle nous paraît fort souhaitable. À l'échelle aujourd'hui, elle nous paraît difficilement possible. Essayons déjà de travailler à notre échelle au sein d'une région. Lorsqu'on voit aujourd'hui arriver des appels d'offres, encore une fois avec ce qu'on appelle le continuum de soins. Donc on part et on met un focus sur le patient. Le patient, il est par définition mobile. D'accord ? Je ne parle pas de l'outil dont il dispose. Ça fait partie de la contingence, bien évidemment. Mais il est par définition mobile. Il rentre dans un parcours de soins via un médecin, il peut aller voir un spécialiste, aller voir un hôpital, aller voir son pharmacien, retourner voir son médecin. Si c'est une personne âgée, il y aura peut-être des aidants derrière, différentes structures. Et on voit bien qu'il n'y a pas de raison objective aujourd'hui. D'un point de vue technique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison technique objective qui fait que ce patient-là, quel que soit l'endroit où il se trouve dans son parcours de soins, je ne puisse pas le contextualiser au sens où je lui fournis l'ensemble des informations et je les distribue. D'accord ? Prenons un certain nombre d'exemples. Nous avons aujourd'hui, je ne les citerai pas, un certain nombre d'appels d'offres dans un certain nombre de régions. D'accord ? Et lorsque nous sommes dans ce continuum de soins, qui aujourd'hui est capable de dire à un médecin libéral, donc je rappelle, sur le territoire, 30% des logiciels des médecins libéraux sont orphelins. C'est-à-dire que le fournisseur a déposé le bilan, disparu, a fusionné, a été racheté, que sais-je, d'accord. 30% des logiciels utilisés par les médecins libéraux sont aujourd'hui orphelins. Qui va aller dire aux médecins d'une région, messieurs, voilà, la région, pour des raisons validées, appel d'offres, critères débattus, amendés, eh bien, vous allez utiliser le logiciel A, B ou C qui va nous permettre de communiquer avec l'hôpital, qui va vous permettre d'avoir accès à l'annuaire des professionnels de santé si vous cherchez un spécialiste, avec le pharmacien qui va jouer un rôle de plus en plus important, avec des maisons de santé, et ainsi de suite. Qui aujourd'hui est capable de normaliser, entre guillemets, d'imposer, j'aime pas le terme parce qu'il est un petit peu trop coercitif, mais en tous les cas de fixer un cadre qui rend l'information médicale opérationnelle pour le patient, pour le professionnel de santé, puisqu'il en est à l'origine et c'est lui qui est capable de le qualifier, et pour l'ensemble de l'écosystème. Qui ? Aujourd'hui, le problème que nous avons, nous, industriels, on a un certain nombre dans le secteur de la santé, auquel nous croyons fortement à la e-santé, au-delà du fait de qui rémunère, enfin j'en parlerai aussi, on a un problème d'interlocuteurs qui sont sous contrainte. Je ne suis pas en train de crier haro, mais ils sont eux-mêmes sous contrainte. Donc, lorsque l'on nous dit, j'étais à DGOS il n'y a pas très longtemps, moins d'une semaine, où il y a un cahier des charges sur les territoires numériques de santé, je pense que vous allez en entendre parler, et lorsqu'il y a bien évidemment un certain nombre d'outils qui sont hétérogènes, qui existent, il y a un existant dans les régions. D'accord ? Et on nous dit, écoutez, nous sommes dans l'incapacité d'imposer aux différents acteurs le moindre système. Alors, de facto, si je dois raisonner avec un niveau d'hétérogénéité tel, les coûts d'intégration vont être prohibitifs pour l'ensemble des acteurs. L'interopérabilité, elle a une conséquence qui est non dite, c'est qu'on diminue l'hétérogénéité. Ça veut dire qu'on impose aux acteurs un certain nombre d'outils et de modes de fonctionnement. En sommes-nous là ? Là, je vous laisserai apprécier. On a quelques points d'interrogation. Là aussi, il y a des différences entre les régions. Il y a des régions fortes, il y a des régions un peu moins fortes, il y a des régions à fortes ressources, il y a des régions avec moins de ressources. Donc, on s'en va probablement avec des rythmes et des inégalités entre régions relativement fortes, ce qui peut être aussi une crainte en termes de mobilité sur le territoire et d'accès aux soins sur le territoire. Mais encore une fois, je confirme ce qui a été dit, ce ne sont pas des problèmes techniques. L'interopérabilité, vous la vivez dans le monde bancaire,
depuis des années sans que ça pose au moins de problème. Vous prenez l'avion, vous prenez le train, vous franchissez les frontières. Cette interopérabilité ne pose strictement aucun problème. On est partie prenante du réseau d'aviation qui gère les réservations. Ça ne pose absolument aucun problème. Et c'est bien plus complexe que celui de la santé, je vous le jure, bien plus complexe. Celui de la santé n'est pas plus complexe qu'ailleurs. En plus, le volume de données n'est pas énorme par rapport au monde bancaire. Par contre, les données sont plus critiques, bien évidemment. D'accord. Donc, là aussi, en tant qu'industriels, nous avons de bon espoir parce qu'un certain nombre de choses avancent. On attend, on espère, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, donc on en accepte l'augure. Nous attendons là maintenant, dans les régions, parce qu'on pense encore une fois que c'est la bonne granularité, il y a des effets d'échelle, on touche beaucoup de professionnels de santé, on a des hôpitaux référents, il y a bien un nombre de patients important, qu'on peut faire un certain nombre de choses. Maintenant, encore une fois, l'interopérabilité suppose aussi de l'homogénéité et ça suppose donc de pouvoir dire aux acteurs qu'on va standardiser leurs outils. Je vais prendre un dernier exemple, vraiment un dernier exemple très, 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 très simple. Nous sommes allés dans le suivi à domicile des maladies chroniques, cancer, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, diabète, vous connaissez ça bien mieux que nous, bien évidemment. Et nous sommes allés au Canada, plus spécialement dans la province du Québec, avec des problèmes de distance qui sont ceux du Québec, qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'hôpital de Cerdagne. Enfin, là, on n'est pas à 2 heures de l'hôpital. On est à 6 heures, 8 heures, 10 heures de l'hôpital. Et quand il neige, c'est encore bien plus compliqué. Donc on s'est dit, mais rapporté au cas français, lorsque nous sommes allés là-bas, on va enjamber les cadavres. Parce que... Et puis donc, quoi. Non, on n'enjambe pas la cadavre. Il y a un système qui permet à une personne qui reste chez elle, lorsqu'elle sort de l'hôpital et qu'elle est redevable de ce type de maladie, bien évidemment des maladies lourdes et qui coûtent cher à la collectivité, eh bien, lorsqu'elle sort de l'hôpital, sa dernière visite, il y a le professionnel de santé qui est là, bien évidemment, il y a son assureur qui est là, il y a son médecin traitant, et on lui dit, madame, monsieur, voilà, vous êtes atteint de telle et telle pathologie, on va mettre à disposition un outil qui va vous permettre de rester chez vous, à distance. On va vous fournir un script, vous allez répondre tous les matins à un certain nombre de questions. Tous les matins, vous allez répondre à 10-12 questions en fonction de votre pathologie. On va ramener ces questions-là à l'hôpital, d'accord, où il y a un réseau de soins e-santé, et on va surveiller les réponses que vous allez nous fournir. En cas de comportement atypique, il y a un appel qui peut être fait, il y a la visite du médecin le plus proche qui peut être fait, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, jusqu'au rapatriement, bien évidemment, à l'hôpital en cas de cas critique. Ce que l'on s'est aperçu, c'est que l'on soit insuffisant rénal, diabétique ou cancéreux, bien évidemment, le protocole varie et il est à la main du professionnel de santé. Ça paraît évident. La façon de paramétrer le protocole est standard. Le logiciel, le soft, le logiciel qui permet de construire un protocole pour les diabétiques de type 2, pour un insuffisant rénal ou pour un insuffisant respiratoire est stricto sensu le même. Le protocole va bien évidemment varier, lui, d'accord, et les réponses vont varier. Et le protocole est fait, le script est fait par le professionnel de santé. Mais il n'y a pas de raison objective d'avoir un système différent en fonction de la pathologie. Ça veut dire que la province du Québec a, entre guillemets, imposé, encore une fois, je n'aime pas ce terme, en disant, ben voilà, vous allez avoir le même logiciel fait par un opérateur de télécom canadien. Et puis, on va mettre en place... Aujourd'hui, il y a 10 000 patients dans la province du Québec, très éloignés. On est sur le nord du Québec, ceux qui doivent rester en liaison. Donc, encore une fois, cette standardisation, elle existe, elle est assez aisée à mettre en place. Il s'agit de faciliter la vie des acteurs. Je parle de ceux qui nous envoient les appels d'offres, qu'ils aient le droit de répliquer les bonnes pratiques, et puis de les vérifier, de les recéter, bien évidemment, de façon tout à fait contradictoire. Et puis voilà, et finir sur le fait que ça sera d'autant plus facile qu'il y a probablement un souhait que j'émettrais d'avoir un ministère de la Santé, enfin régalien. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que Élie voulait réagir. Ouais, je voulais juste préciser un point là, par rapport à ce que j'ai entendu pour bien faire ressortir qu'en fait, il n'y a pas de solution exacte au problème de l'interopérabilité. Et quand on a affaire à ces questions-là, en fait, on est dans une tension
entre effectivement un souhait d'être le plus global possible, et c'est clair que du point de vue de l'intérêt industriel et donc de l'intérêt des vendeurs, mais aussi de l'intérêt des acheteurs, on a intérêt à dire c'est pareil partout, c'est exactement la même façon de fonctionner, parce que du coup ça optimise de manière évidente les coûts de production et donc les coûts de vente, et donc ça optimise le processus de production. D'un autre côté, il faut bien comprendre que l'interopérabilité, ça n'est pas qu'un problème technique, c'est un problème qui s'inscrit dans une histoire, c'est un problème qui s'inscrit dans un process organisationnel, c'est un problème qui s'inscrit dans un process juridique et de responsabilité, et que donc de trouver le bon niveau de maillage suppose en fait de trouver le bon équilibre, et c'est un compromis entre cette tension qui va vers le plus global possible pour que ça me diminue les coûts et le plus local possible pour qu'on prenne en compte toutes mes petites spécificités, qu'on fait comme ça exactement chez moi et que c'est pas exactement pareil chez les autres. Et je pense que de vouloir trop en faire dans le domaine de l'interopérabilité, pour rebondir sur ce que disait Charles, est à mon avis au moins aussi dangereux que effectivement de ne pas considérer le sujet et de se prendre la difficulté en pleine face. Et je voudrais juste illustrer ça par un exemple pour faire comprendre ce que j'essaye de dire. Si on regarde les langues, les niveaux linguistiques, au niveau européen, on a finalement une situation historique qui fait que en France, globalement, malgré un certain nombre une histoire assez complexe au niveau des langues, finalement, on a une unité linguistique autour du français. En Allemagne, on a une unité linguistique autour de l'allemand. En Espagne, en Italie, on a des nations qui se sont construites autour d'une unité linguistique. Un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit franchement, c'est nul votre histoire. Là, quand un Français veut parler à un Allemand, ils n'arrivent pas à se comprendre. Quand un Anglais il veut parler à un Tchèque, ils n'arrivent pas à se comprendre. On va faire l'espéranto. Ça, c'est une super bonne idée. On va faire l'espéranto que tout le monde va pouvoir communiquer ensemble. En termes d'interopérabilité de communication, c'est juste absolument génial. Ça n'a pas marché. Je vous signale quand même qu'il existe à la Commission un journal qui est écrit en espéranto. Mais c'est un espéranto spécial qui est le mélange de toutes les langues parlées donc dans les pays de l'Union européenne. Donc il faut, pour le lire, connaître au moins 3 ou 4 langues, a priori le portugais, l'espagnol, le français et l'allemand. Avec ça, vous arrivez à lire ce truc qui est absolument incroyable, mais il faut l'avoir lu une fois pour savoir ce que peut être une langue universelle. C'est assez élitiste. Si je me permets de réagir, je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'universalisme, je suis tout à fait d'accord. Toutefois, je crois qu'il faut faire très attention au système monolithique, au système où on suppose que, et surtout sur le plan régional, ce qu'on déploie impose qu'il y ait un nombre limité de produits provenant d'un ou d'un petit nombre de constructeurs, créant un système qui est bloqué. Et ça, on a vu que ça crée des catastrophes en allant de l'avant. Donc quand on veut développer, et d'ailleurs, vous preniez l'exemple du réseau Île-de-France sans fil, il y a des interfaces standardisées qui permettent de connecter des PAX et des RIS existants qui ont une interface standardisée qui garantit que d'autres sites achetant à d'autres constructeurs peuvent se connecter à l'infrastructure. Donc il est là important d'avoir des systèmes qui soient architecturés de façon ouverte sur un certain nombre d'interfaces critiques pour ne pas tomber dans le monolisme. Je suis d'accord. Enfin, encore une fois, que le service puisse être différencié. Bien évidemment. Prenons l'exemple des banques. Aujourd'hui, tout le monde utilise exactement les mêmes infrastructures, mais chaque banque vient se différencier sur cette infrastructure en proposant des services et libre aux gens d'aller ici ou là. Pourquoi la santé ne serait pas redevable de ce système-là? Encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Il s'agit simplement de dire il n'y a pas de raison objective que le portail d'accès, la sécurité, l'authentification, l'identification, le stockage, l'archivage soient fondamentalement différents et nécessitent des pratiques différentes. Prenons un exemple. Vous avez chaque région, et la vôtre ici l'a fait bien évidemment, si vous allez sur le site de l'ARS, vous avez le PRT, Plan Régional de Télémédecine, qui a été annoncé avec les priorités fixées par le ministère.
Prenons 2 exemples relativement simples, d'accord? Gestion des AVC. Vous savez qu'une AVC coûte relativement cher. Si on n'intervient pas dans les 4 heures, la personne est dépendante et donc elle est dépendante pour la collectivité sur une durée longue. Donc si on peut faire de la prévention et intervenir avant les 4 heures, bien voilà, hein, on gagne, on soigne la personne et puis on gagne pour la collectivité. Et puis la dépendance. 2 sujets différents, même si l'un peut finir dans le statut de la seconde. Mais on n'imagine pas aujourd'hui, en tant qu'industriel, on observe, hein, on regarde, on fonde quelques espoirs. Bien évidemment, la dépendance et l'AVC sont redevables de services, de protocoles, de pratiques médicales sur lesquels nous n'avons rien à dire. Et voilà. Par contre, on n'imagine pas l'ARS créant une plateforme pour les AVC, une plateforme pour la dépendance, une plateforme pour la CDRM et une autre plateforme pour un autre sujet qui verra le jour demain. Ou alors, les régions sont extrêmement riches à la fois dans le build et dans le run, dans l'évolution, mais on voit bien que si les pratiques médicales sont différentes, il n'y aura pas autant de plateformes et d'infrastructures qu'il y a de problèmes à traiter. Ensuite, les pratiques médicales seront variées, bien évidemment, et là on n'a rien à dire, et elles viendront, mais elles viendront se poser sur à peu près la même infrastructure. Conditions de fourniture d'un service un peu homogène sur la région, et puis ensuite de pouvoir en abaisser les coûts pour l'ensemble des acteurs. Je dis bien l'ensemble des acteurs. Et qu'elles puissent communiquer avec les mêmes plateformes, une fois qu'elles soient faites par nous ou par d'autres, hein, peu importe, dans d'autres régions. D'accord ? On peut même imaginer peut-être que des régions demain moins équipées, moins dotées, n'aient pas en propre leur propre plateforme et utilisent celle de la région voisine, de faire de l'interrégionalité, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, de partager des ressources. Voilà, donc on est aujourd'hui sur c'est de l'urbanisation de SI, si vous voulez, hein, pour reprendre un terme classique. Mais le protocole médical et le contenu médical est redevable des professionnels de santé, quels qu'ils soient là-dessus. Il n'y a pas de... Simplement, on les fait reposer sur quoi ? Voilà, un petit peu, voilà, c'est le parallèle avec le monde bancaire que vous utilisez au quotidien. Je vous remercie. Je propose donc que vous applaudissiez donc les experts qui ont participé à cette table ronde. Merci beaucoup.